40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Il y a clairement un appauvrissement général qui est en train de se faire et qui est à prévoir. Quand tu sors d'une crise comme ça, tu te dis peut-être que ça vaut plus le coup d'investir dans des industries et des entreprises et des organisations qui ont de l'impact plutôt que de reprendre business as usual. On le voit bien sur les stats de l'école primaire et collège et lycée qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont en train de décrocher et qu'on n'arrive même plus à contacter, entre guillemets. Les mots que vous venez d'entendre sont ceux de Pierre Dubuc et ce sont des mots qu'il n'a pas encore prononcés. C'est la magie du montage. Néanmoins, c'était passionnant. Donc Pierre, bonjour. Bonjour. Comme tu l'entends, on compte sur toi pour des mots et des passages, des punchlines passionnantes qu'on pourra intégrer en début de podcast sur ton émission. Je vais faire tout mon possible. Et avec nous, j'ai le plaisir de retrouver Olivier Mathieu, président de The Camp, vice-président de France Digital, entrepreneur, investisseur, tellement de casquettes que j'en oublie encore une fois, certainement. Salut Thomas, bonjour Pierre. Et Thomas, je rappelle, comme à chaque fois aussi, qui tu es, parce que tu es un entrepreneur brillant, également cofondateur de Feuille Blanche et du collectif Les OVNIs. Et ravi de faire cette émission à nouveau avec toi. Alors moi, quand j'avais 11 ans, je m'étais mis à un premier business qui était les cartes Dragon Ball Z. J'ai très vite compris à la rentrée des classes, quand la mode est passée, que gérer les stocks, c'était un vrai sujet entrepreneurial. Toi, à 11 ans, Olivier, tu achetais ton premier ordinateur. Je suis incapable de redire le nom de ce modèle. Écoute, pour les geeks de l'époque, je rappelle que c'était un Sinclair Spectrum. C'était les premiers ordinateurs sur lesquels on apprenait à programmer en BASIC et on mettait des mini-cassettes qui étaient l'ancêtre de la disquette. Et même maintenant, les jeunes savent même plus ce que c'est qu'une disquette de toute façon. Et pendant ce temps-là, Pierre, quand il avait 11 ans, il montait son premier site internet qui allait devenir sa première entreprise, qui allait devenir une réussite. Pierre Dubuc, est-ce que tu peux nous en parler dans quelques instants après ce jingle? Beach over beach, beach over beach. Moi, j'ai commencé effectivement à 11 ans à apprendre à coder en fait. Au début en HTML, à créer des sites web. Et puis j'ai fait la connaissance de Mathieu Nebra, qui est mon associé. On s'est rencontrés sur un site qu'il a créé, qui s'appelait à l'époque le site du zéro, qu'il a créé en 99 quand lui il avait 13 ans. Et en fait, Mathieu, il a créé parmi les premiers cours pour apprendre à coder en HTML. Le premier cours, c'était sur du HTML pour création de site web. Et du coup, on a commencé à rentrer en contact comme ça et à travailler ensemble, en fait, pour alimenter ce site web, un site communautaire de cours plutôt sur l'informatique à l'époque, en français. Et on a fait ça, en fait, en parallèle de nos études pendant des années au collège, au tout début, puis après au lycée, en études supérieures. Pendant plus de 10 ans, c'était juste un hobby. Et c'est devenu un peu une plateforme de référence pour apprendre à coder dans tous les pays francophones. C'est comme ça. Donc il n'y avait pas de velléité entrepreneuriale. À quel moment le switch se fait? C'était vraiment une volonté de créer, si tu veux, pas au sens créer forcément un business en lui-même, mais c'était plutôt de créer quelque chose et de partager et d'aider des gens et de créer en fait les cours qu'on aurait voulu avoir un petit peu à l'école. Et en fait, la plateforme a pris pas mal d'ampleur et quand en 2005-2006, ça a commencé à pas mal accélérer. On formait déjà à peu près 100 000 ou 200 000 personnes par mois. Et ça commençait à nous coûter un peu d'argent aussi en hébergement, parce qu'on avait 15, 16, 17, 18 ans, et on devait payer du genre 2000 € de frais d'hébergement par mois, et du coup il fallait essayer de trouver
des sources d'argent pour payer ça. Donc on avait fait de la pub, on avait fait des goodies, on avait un système de donation à un moment. Enfin, c'était vraiment la débrouille. Et puis en fait, à un moment, on s'est dit, faudrait peut-être commencer à structurer ça pour le rendre un petit peu plus pérenne, pas le faire sur nos comptes bancaires personnels un peu à l'arrache. Et en fait, on a attendu que j'ai 18 ans pour créer la boîte. Voilà, moi je suis né en décembre et en janvier, on a créé la boîte pour mettre tout dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Next 40, puisque tout le monde n'est pas encore familier avec ce concept? Oui, le Next 40, en fait, c'est une liste de 40 entreprises de la tech française, donc plutôt ce qu'on appellerait des scale-up, donc des startups qui ont déjà grossi pas mal, qui sont en forte croissance et qui ont été sélectionnées parmi plein de candidatures et par le gouvernement, je crois que c'est le ministère de l'économie, pour essayer de promouvoir et d'aider les futurs champions de la tech français. Et le Next 40 fait référence évidemment au CAC 40 qui est l'indice des 40 plus grosses entreprises en France. Peut-être Pierre, on peut donner du coup en quelques chiffres d'Open Classroom ce que c'est, ce que ça représente et comprendre de fait pourquoi vous êtes entré au Next 40. Oui, bien sûr. Alors, en fait, Open Classroom, c'est 200 employés, c'est une école en ligne, donc on a aussi ce qu'on appelle chez nous des mentors, des profs en fait, des experts du domaine qui suivent nos étudiants. On en a 1500 maintenant. On a levé 60 millions d'euros en tout depuis la création d'Open Classroom. C'est une boîte qui à peu près double de taille tous les 12-18 mois, qui est en forte accélération, qui est basé à Paris, à Londres, à New York, donc sur plusieurs marchés européens, nord-américains et africains aussi. Est-ce que tu pourrais nous rappeler d'ailleurs combien d'argent tu as levé au total? Parce que tu as commencé donc jeune, sans modèle économique et probablement juste sur tes économies et celles de ton associé. Et aujourd'hui, vous en êtes où sur les questions de financement? Ouais, en fait, au tout début, quand on a créé la boîte, Mathieu et moi, on a mis 1000 euros chacun. Donc on a un capital social de 2000 euros. C'est d'ailleurs toujours cet argent qui constitue mes parts originelles. Et ensuite, après, on a fait un premier round de 2 millions avec Alven Capital. On a fait un deuxième round de 6 millions et on a fait un troisième round d'une série B de 50 millions. À peu donc près près de 60 millions en tout. Ouais, près de 60 millions en tout, ouais. Et on pose souvent cette question parce qu'on n'a pas évidemment de tabou sur l'argent, et puis c'est intéressant d'expliquer de manière plus large que les startups et ensuite les scale-up, elles ont besoin d'argent pour investir sur leur croissance, et d'autant plus aujourd'hui, on en parlera un peu plus au cours de l'émission, qu'on a disons divisé en différentes rubriques. On parlera évidemment du confinement dans lequel on est, et la question de l'argent est souvent centrale pendant une crise économique parce que c'est aussi la trésorerie, le cash qui permet de tenir ou d'investir dans les périodes difficiles. C'est peut-être quand même l'occasion de rappeler, Thomas, qu'effectivement, on a plein de rendez-vous dans cette émission et on a aussi plein de partenaires. Effectivement, Olivier, alors des partenaires médias comme Madines ou La Tribune qui donnent encore un peu plus de voix aux paroles des entrepreneurs qu'on peut recevoir sur 40 nuances de Next. Des partenaires aussi écosystèmes avec France Digital et la French Tech, et puis un partenaire technique qui nous permet justement de pouvoir organiser ces interviews à distance et aujourd'hui de retrouver Pierre, un partenaire qui est Saoti. Et ce que je précise aussi pour nos auditeurs, c'est que tout au long de l'émission sur Open Classroom, on aura ces partenaires qui vont intervenir. Et donc, on aura rendez-vous avec quelques questions surprises, mais je laisse le suspense agir. Et alors, pour garder encore un peu plus de suspense, Pierre, on t'a concocté quelques questions surprises de gens proches, voire très très proches de toi, qu'on aura le plaisir de te faire écouter pour que tu puisses y répondre, on l'espère, en toute transparence. Ok, ça marche. Olivier, je te propose de passer tout de suite à notre prochaine rubrique, confiné, mais pas confit. Jingle. Je sais que je vous demande de rester chez vous,
Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors on s'est tous pris une belle claque au moment de l'intervention du président de la République, tous figés, tous bloqués, tous confinés. Ce qui nous intéresse dans cette rubrique, Pierre, c'est de voir comment l'entrepreneur réagit, comment son entreprise réagit sur son marché, sur son territoire de marque et peut-être plus largement. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Ouais, nous on est en confinement du coup depuis cette semaine. On avait décidé la semaine avant le confinement général du gouvernement de demander aux salariés de rester chez eux en fait. Et en fait c'est vrai que ça a changé pas mal de choses pour nous en termes d'organisation au travail. On a passé tout le monde en télétravail. À ça on était déjà assez habitués parce qu'on a une culture du télétravail. On a déjà de base 2 jours par semaine. Pour tous les salariés, on a certains employés qui sont complètement en télétravail aussi. Mais surtout au démarrage, ça a été un peu un combat pour la santé en fait de l'équipe parce qu'on a assez rapidement eu des gens qui ont été infectés. Et en fait, en tout là, on a eu à peu près 10% de l'équipe qui a été infectée par le virus de près ou de loin. Et parfois avec des cas un petit peu plus graves. Donc il y a eu beaucoup de tensions liées à ça, mais maintenant heureusement ça s'est résorbé. Donc on est tous sur le pied de guerre. Et puis ça a été aussi une phase d'accélération pour nous parce que il y a les écoles en fait et les organismes de formation présentiels qui sont fermés, donc toutes les écoles, les universités, etc. Tout est fermé. Donc du coup il y a une bascule vers le online. On a lancé en fait une initiative dès le début du confinement en France pour aider les écoles, les universités, les centres de formation des apprentis, les organismes de formation professionnelle à basculer en online en offrant toute notre plateforme, les contenus, les certifications, les formations de formateurs, de profs, l'accompagnement humain et tout, etc. pour qu'ils puissent assurer la continuité pédagogique des étudiants, des stagiaires qu'ils ont chez eux. On l'a lancé en France, puis après aussi à l'étranger. Et ça a eu beaucoup de succès. On a eu plus de 2000 établissements qui ont demandé à en bénéficier. Ça couvre 200 000 personnes. Donc ça nous a demandé aussi pas mal de boulot. Et donc voilà, c'est vrai qu'on voit un peu un pic d'usage, de trafic, parce que ça bascule online en ce moment sur le marché de l'éducation. Avant d'insister, excuse-moi Thomas, je pensais à une chose, c'est qu'avant même de parler du business sur lequel on est, et bien entendu, on comprend qu'Open Classroom, c'est une des rares peut-être sociétés qui finalement détecte assez rapidement des opportunités dans cette crise. Je me reposais la question un peu des équipes et le côté un peu humain, sinon de la vie de l'entrepreneur, et nous importe beaucoup dans cette émission. Et il est rare que des entreprises aient décrété en quelque sorte d'elles-mêmes le confinement avant le confinement. Donc ça c'est un point qui m'intéresse aussi en tant qu'entrepreneur. Ça m'intéresserait de comprendre, avant qu'on ait peut-être notre premier invité qui nous rejoigne, Thomas, c'est de savoir comment ça a été pris par tes équipes, quel est le type de message que vous avez fait passer, et est-ce que du coup, comment va le moral? Parfois on pose la question, nous, comment est-ce que vous allez en 2 chiffres? C'est-à-dire, si tu donnais une note sur le moral de tes troupes, comment ça a été vécu? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, nous, on a décidé du confinement un petit peu avant, parce que quelques semaines avant le confinement, donc dès fin février, on a commencé à voir un petit peu le truc arriver. Donc, on a commencé à mettre en place un peu tout ce qui est communication et gestes barrières, donc à mettre des gels hydroalcooliques un peu partout, à communiquer régulièrement sur le thème lavez-vous les mains, etc., etc. Et puis début mars, on a commencé à inciter les personnes qui étaient en déplacement à limiter leurs déplacements. On a commencé aussi à inciter les personnes qui étaient sur un bureau étranger, par exemple des gens qui habitent à Londres et qui étaient chez nous à Paris, à leur dire en fait c'est peut-être le moment de rentrer chez toi. Et on a décidé ensuite la semaine avant
le confinement général, de demander à tout le monde en fait de rester chez eux. Ça s'est fait de façon assez graduelle en fait, parce que tous les jours ou tous les 2 jours, on remontait un petit peu le niveau de mesure, on va dire. Ce qui fait que les gens ont plutôt bien compris, et puis t'es aussi réceptif au fait que c'est pour prendre soin de leur santé déjà, de la santé de l'équipe, de la santé de leurs proches aussi. Donc tout le monde était assez sensible à ça, et ça a été plutôt bien perçu. Et puis après, c'est vrai que la période de confinement est assez particulière, mais c'est une période aussi qui recentre en fait les priorités de chacun. Je pense que il y a un effet, tout le monde l'a bien perçu, que peut-être que tu te prends un petit peu moins la tête avec des choses superflues, et que surtout quand tu as des gens proches de toi qui ont été touchés, parfois gravement ou pire, je pense que ça remet quand même un petit peu l'humain et au centre des sujets. Ce qui fait que l'équipe c'est aussi vachement ressoudé en fait, et a pris beaucoup soin. Tout le monde a pris soin des autres, que ça soit d'un point de vue physique, parce que comme j'ai dit, on avait pas mal de gens qui étaient malades, mais aussi d'un point de vue pure mental, qui est est-ce que ça va, est-ce que t'as le moral, est-ce que t'es tout seul ou pas, comment tu tiens le coup, comment tu tiens le choc. Et donc le moral a été plutôt bon, et toujours plutôt bon, voire très bon. Maintenant, c'est vrai que c'est comme tout le monde, au début c'était un sprint, et puis en fait on est en train de se rendre compte que c'est plutôt un marathon, et il y a aussi de l'épuisement de l'isolement, il y a de l'épuisement aussi de la charge de travail, parce que on a beaucoup de travail en ce moment. Et aussi lié au fait que les écoles et les crèches soient fermées. Ça fait quand t'as des enfants en bas âge, c'est vraiment quand même plus que rock'n'roll le fait de faire du télétravail et de gérer les enfants en même temps. Donc l'épuisement il est assez net pour les parents notamment. Est-ce que vous avez une partie de vos équipes qui est au chômage partiel, ou finalement tout le monde travaille? Non, tout le monde travaille chez nous. On n'a pas de chômage partiel. C'est ce que j'entendais entre tes lignes, mais en fait, la réalité, c'est que je voulais le dire aussi, ou te l'entendre dire, parce que c'est assez rare. Il y a peu d'entreprises en France qui n'ont pas une partie, voire même parfois très importante de leurs équipes qui sont au chômage partiel, et donc ça montre un peu la spécificité de votre modèle économique face à cette crise où tout le monde est isolé, mais tout le monde a besoin de se former et de se connecter. J'avais envie de rebondir avec plein de questions, mais du coup, la transition est trop belle, Olivier, pour ne pas poser la question d'un de nos partenaires, Philippe Mabi, directeur de la rédaction de La Tribune. Pierre, une question pour toi, on l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Pierre, le rôle de l'EdTech a fait, comme celui de la télémédecine, la démonstration de son utilité pendant cette crise épidémique. Alors j'ai une question sur la poursuite finalement de cette utilité, notamment sur la formation en lien avec le chômage partiel aujourd'hui, et sans doute demain avec une crise économique et sociale, donc la nécessité de reconvertir des salariés qui pourraient voir leur travail disparaître en cas de faillite de nombreuses PME. Comment amplifier le rôle de cette éducation et formation au numérique? C'est une bonne question, merci pour ça. En fait, c'est vraiment en train de se faire, et déjà on a quand même la chance d'être dans un pays qui est en train de soutenir assez massivement à la fois les individus, mais aussi les entreprises par les mécanismes de chômage partiel, mais aussi pour la formation précisément. On a lancé en fait avec Pôle emploi quasiment au tout début du confinement des formations en ligne diplômantes sur les nouveaux métiers, notamment les métiers de la tech et du digital. Full online pour les demandeurs d'emploi. Donc c'est des formations pour les demandeurs d'emploi qui sont entièrement gratuites et financées par Pôle emploi, et qui sont en plus rémunérées dans le sens où pendant le moment où tu fais ta formation, parce que tu es demandeur d'emploi, tu as le droit à tes indemnités chômage. Et ça, il y a une demande évidemment très très forte en ce moment, puisque toutes les autres formations en présentiel sont fermées de fait. Donc, grosse demande sur les demandeurs d'emploi. Puis après, sur le chômage partiel, qui est un dispositif différent, parce que le chômage partiel, les gens sont toujours salariés. En réalité, ils sont pas demandeurs d'emploi.
Les formations aussi sont prises en charge par un autre dispositif, mais aussi c'est l'État qui prend ça en charge. Et donc les entreprises ont la possibilité de mettre tout leur personnel en chômage partiel sur des formations qui sont du coup 100% pris en charge. Ça passe par les directs, en fait, les directions locales autour des entreprises. Et c'est entièrement pris en charge. Donc en ce moment, il y a quand même un investissement assez massif qui est fait. Nous, on pense que ça va continuer bien sûr après le confinement. Déjà, après le confinement, c'est une notion qui est un petit peu floue. Qu'est-ce que c'est quand est-ce que le confinement est vraiment terminé? C'est clairement pas le 11 mai. On est en train de le voir que ça va être beaucoup plus progressif et beaucoup plus long. Et ce qu'on voit en Chine aussi, c'est que même après la fin et la levée complète du confinement, ça peut revenir, mais aussi les gens ne se ruent pas non plus dans la rue et dans les trains et les métros blindés. Donc il y a toujours une partie très forte de online qui est probablement là pour rester en fait à long terme. Pierre, tu évoquais le fait que l'État fait beaucoup pour les individus et les entreprises. Malgré tout, j'aimerais bien avoir une réaction. Hier, j'étais dans un apéro entrepreneur, donc avec une dizaine de dirigeants d'entreprises en plus de croissance, donc dont on peut se dire qu'elles vont quand même assez bien. Et parmi les réflexions, il y avait cette idée que un peu de frustration à se dire que les collaborateurs avaient le sentiment que, en fait, si l'entreprise s'en sortait, c'était uniquement grâce à l'État. Et évidemment, on peut féliciter l'État et tous les dispositifs mis en place, mais ils avaient le sentiment que leur action d'entrepreneur et même parfois avec quelques collaborateurs, du coup, n'était pas valorisée. Et d'autres entrepreneurs qui disaient moi, ma boîte est complètement à l'arrêt, donc mes collaborateurs ont au moins 70% de leur salaire pris en charge. On a le PGE, on a pas mal de choses, mais moi typiquement entrepreneur, je vais pas me payer, j'ai l'impression que personne s'en rend compte. Ouais, c'est vrai, non, je pense que c'est une période hyper dure pour tout le monde et bien sûr pour les entrepreneurs aussi et pour toutes les équipes et les salariés. Et puis il faut aussi rappeler que même en chômage partiel, tu gagnes quand même un petit peu moins que ton salaire. Alors quand tu es data scientist à Paris, ça va, tu continues à vivre. Mais en vrai, quand tu es dans des salaires minimum au SMIC ou proche du SMIC et que tu as des enfants et que tu roules pas sur l'or, en fait, les 100 ou 200 euros peuvent vraiment faire la différence parce que tes charges ne sont pas forcément diminuées. Donc il y a clairement un appauvrissement général qui est en train de se faire et qui est à prévoir. Donc mon avis sur la question, c'est qu'effectivement ça va être très compliqué. C'est déjà très compliqué pour les salariés, pour les entrepreneurs. Et il y a beaucoup d'efforts à faire et c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de casse et que c'est très difficile de voir ton projet entrepreneurial que tu as mis souvent des années à construire se dilapider un peu et d'avoir l'impression que tu peux pas y faire grand chose en fait. Donc c'est assez compliqué. Après, l'économie a connu déjà d'autres crises, certes. Probablement pas de cette ampleur-là, en tout cas pas depuis très très longtemps. Et on s'en est remis, mais ça va être un choc très très intense et ça il faut malheureusement s'y faire. Ok, merci Pierre. Donc on reparlera un petit peu de la crise et aussi de la façon dont tu es engagé après, tout ce que tu es en train de raconter nous fait penser aussi à une question qui va être posée par France Digital. Vous avez un message. Bonjour Olivier, bonjour Thomas et bien évidemment bonjour à notre ami Pierre d'Open Classroom qui est au cœur de l'actualité avec ce sujet de la formation. On vient de vivre un basculement ces dernières semaines avec des milliers de salariés en chômage partiel, probablement demain aussi des milliers d'emplois nouveaux qui vont se créer et des milliers d'emplois qui seront détruits. Ce sera le moment ou jamais de penser la formation et les nouveaux métiers.
Comment est-ce que Open Classroom peut se positionner pour lancer aujourd'hui un vaste plan de formation au métier du digital? Avant de te laisser répondre, Pierre, parce que ça rejoint un petit peu finalement la question de Philippe Mabi de la Tribune, je crois aussi que vous avez lancé une initiative que j'ai trouvée hyper intéressante avec l'Institut Montaigne autour des questions de l'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression que ce vaste plan digital, ça rejoint un petit peu ce que vous faites avec l'Institut Montaigne. Et je trouvais peut-être intéressant que tu en parles parce que c'est quelque chose que vous avez lancé et anticipé dans le monde d'avant, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Merci pour la question. Je pense que ça rejoint un petit peu effectivement le commentaire précédent sur les formations pour les demandeurs d'emploi ou le personnel en chômage partiel. Donc ça va s'accélérer. C'est vrai que il y a des entreprises qui sont en telle difficulté aujourd'hui que la formation c'est pas forcément leur priorité. Même si aujourd'hui elle est financée pour les personnes en chômage partiel. Malgré tout, on a aussi des entreprises qui en font leur priorité, qui se disent profitons-en pour utiliser ce temps un petit peu parfois mort parce qu'il y a une activité réduite, voire nulle. Utilisons ce temps pour investir sur les compétences parce que ces compétences nouvelles elles seront utiles pour le monde d'après entre guillemets. Et ça c'est probablement assez malin. Le monde d'après déjà on ne sait pas trop quand ça va vraiment arriver, mais en tout cas c'est clair que on aura besoin de davantage de compétences nouvelles et de métiers nouveaux et c'est encore accéléré parce que comme cette bascule sur le digital elle est à la fois dans l'organisation au travail, le télétravail et les outils de communication digitale, mais aussi dans le business même, c'est-à-dire que le retail est passé davantage online et probablement ne va pas revenir complètement en arrière une fois la levée du confinement. Ça veut dire qu'en fait, tous les business sont forcés de se transformer au digital. Et en particulier, si elles n'étaient pas du tout digital avant, maintenant, en fait, ça devient une question absolument de survie, de pouvoir être online vu les circonstances actuelles et le délai, en fait, avant lequel on va revenir vers un monde normal qui est grosso modo pas avant l'année prochaine. Donc, on a un besoin et qui est un besoin de vie ou de mort en fait, de transformer au digital l'économie, les TPE, les PME et toutes les organisations. Et donc évidemment derrière ça, il y a un besoin de compétences et de transition sur les compétences qui est monumental et qui doit être effectivement un investissement à la fois des entreprises, probablement de l'État via Pôle emploi, via aussi les agents de l'État, les armées, les ministères et compagnie. Pierre, je me permets de te couper. Tu parlais de transition, donc je vais faire cette transition. Tu évoquais le monde d'après. On a une dernière question de notre partenaire Madines et de sa journaliste Géraldine Russell. Vous avez un message. Qu'est-ce qui, dans l'ADN d'Open Classroom, vous permet de traverser les crises à répétition après l'éclatement de la bulle Internet de 2000 et celle de 2008 ? Je pense que c'est la vision long terme et la mission qui nous permet de tenir toujours une ligne directrice. Notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Et d'ailleurs, ça rejoint la question d'avant, on mesure notre impact social par les étudiants qu'on place dans l'emploi. Donc c'est ça qui nous drive en fait, c'est à la fois l'impact quantitatif, c'est-à-dire on a réussi à placer des milliers de personnes dans les derniers mois, c'est génial, mais aussi qualitatif qui sont des histoires en fait d'hommes et de femmes qu'on a aidés, qui ont des histoires de vie absolument parfois incroyables et parfois très difficiles, et qu'on a aidés à avoir un diplôme, avoir un métier, gagner en salaire, etc. et finalement à s'en sortir très positivement. Ça, c'est un vrai driver et dès lors qu'on reste sur cette trajectoire, en fait, après, on arrive, nous, à trouver des solutions, à se réadapter. Il y a une agilité aussi très forte dans la boîte qui, dans cette période de confinement, par exemple, en 2 jours, toute la boîte est passée en télétravail de façon assez rapide et sans encombre. En quelques jours, on a lancé cette initiative pour aider les écoles et les universités. Enfin, quand on se serre les coudes et qu'on est sur
sur un projet commun avec une mission et des valeurs claires, je trouve que ça peut en fait aller très vite et donc on peut s'adapter et saisir les opportunités là où on les voit. Pierre, on se rend compte en ce moment particulièrement à quel point le digital peut accompagner un certain nombre de transitions, peut résoudre un certain nombre de problèmes. Là, on le voit avec la formation et la manière dont le digital peut en partie accompagner les professeurs à suivre leurs élèves. Néanmoins, et je pense qu'on peut pas parler de ces sujets-là sans évoquer tous ces élèves qui, de fait, se retrouvent exclus du numérique et de l'école parce que pas outillés. Est-ce qu'il y a des réflexions que tu pourrais partager sur ce sujet qui évidemment a un impact sur les différences sociales et la capacité à avoir tous les mêmes chances de réussir dans la vie? Oui, ça c'est vraiment un sujet problématique parce que on n'est pas tous égaux là face au passage online et effectivement pour les élèves, pour les plus jeunes, mais aussi pour les étudiants à l'université ou les stagiaires en formation professionnelle, le passage online, il demande quand même d'avoir un ordinateur à la maison, d'avoir une bonne connexion Internet, d'avoir aussi une pièce dans laquelle s'isoler pour pouvoir étudier et se former et qu'il soit un petit peu au calme. Et en fait, tu te rends compte que dans des tissus sociaux plus fragiles, dans des foyers plus fragiles, il n'y a pas forcément la place. Il peut y avoir une famille avec des enfants dans pas beaucoup de pièces et pas beaucoup de mètres carrés. Il n'y a pas forcément un ordinateur et du coup, ça fonctionne pas forcément très bien. Et on le voit bien sur les stats de l'école primaire et collège et lycée qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont en train de décrocher et qu'on n'arrive même plus à contacter, entre guillemets, parce que le passage online a été un fossé, en fait, pour eux. Et ça, c'est vraiment problématique et je crois que il faut réussir à trouver des moyens. Je sais que là, le ministère de l'Éducation, avec les régions, a commencé à mettre en œuvre, par exemple, le fait de pouvoir prêter ou donner du matériel informatique, des clés 4G avec Orange pour essayer de les remettre sur les rails et d'assurer la continuité pédagogique. Mais il y a des sujets comme la taille de ton logement et le nombre de pièces. En fait, ça c'est quand même un petit peu plus c'est un peu compliqué à gérer. Donc c'est en tout cas ça remet en exergue, je trouve, les inégalités sociales et tu le vois aussi les personnes qui sont en première ligne là dans la gestion de la crise, qui sont les soignants qu'on n'a pas très bien traités en termes de conditions depuis des années, en seconde ligne dans les supermarchés, les livreurs, la chaîne logistique. En fait c'est des gens qui étaient pas très bien valorisés, qui sont pas très bien payés, où il y a beaucoup de femmes aussi d'ailleurs, parce que c'est des infirmières et des caissières et des soignantes et en fait on se rend compte que finalement ça met un coup de projecteur aussi sur les inégalités sociales parce que le Covid au début c'était un petit peu une maladie que tout le monde pouvait attraper, puis en fait maintenant tu te rends compte que il y a quand même des foyers qui sont d'autant plus forts dans des zones qui sont défavorisées parce que il y a une proximité entre les individus, parce qu'il y a des clusters familiaux et que tu peux pas t'isoler quand t'as pas beaucoup d'espace, que tu dois quand même travailler, etc., etc. Ouais. Et ça, j'espère qu'on pourra s'en souvenir après pour essayer de corriger cette trajectoire dans notre société. On entend, Pierre, à tout ce que tu dis, que tu es quelqu'un de très engagé. Alors, tu as anticipé, on est déjà dans cette rubrique de l'engagement. Un petit jingle pour l'annoncer. Je voudrais te faire dire une ou deux autres choses en plus sur cette question-là. Voilà, c'était nos 5 petites notes pour rappeler qu'effectivement, un entrepreneur, c'est aussi un citoyen. Un chef d'entreprise peut être lui-même engagé. Et parfois, l'entreprise a même un rôle politique. Donc, on vient largement d'entendre Pierre nous parler de ses convictions sur, par exemple, la façon dont sont traités les personnels soignants, parfois l'habitat et les conditions de vie d'un certain nombre de nos concitoyens. Donc, on sent l'engagement à travers tes paroles. Probablement le fait que tu sois aussi un entrepreneur qui est commencé très très jeune montre que de toute façon tu étais dans ton ADN déjà très engagé. On pourra revenir là-dessus dans la rubrique un peu plus loin sur le canapé où on parlera de toi un peu plus intimement.
Mais sur ce rôle d'engagé, moi, ce que je sais et ce que j'aurais voulu t'entendre dire, c'est que Open Classroom, c'est aussi une entreprise à mission. Tu es un pionnier. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission? Oui, alors une entreprise à mission, c'est un statut qui existe depuis pas très longtemps en France, parce que c'est arrivé avec ce qu'on appelle la loi Pacte l'année dernière. Et en fait, le démarrage, c'est de dire que normalement, une entreprise dite classique, son objet social, et c'est inscrit ainsi dans la loi, son objet social, il est de pouvoir, entre guillemets, bénéficier aux actionnaires qui créent l'entreprise, ou qui détiennent en tout cas l'entreprise. Et on a tous en tête, en gros, se dire, en fait, l'entreprise, son but ultime, c'est de générer des profits. Mais en fait, l'entreprise à mission, elle définit sa mission, sa raison d'être, et qui est un petit peu différente dans ce cas-là, puisque sa raison d'être, c'est de pouvoir maximiser son impact auprès de toutes ses parties prenantes. Donc ces parties prenantes, c'est quoi? Ça peut être ses clients, ses usagers, ses utilisateurs, ça peut être bien sûr aussi ses actionnaires, mais c'est aussi ses fournisseurs, ses employés, les personnes qui sont dans sa communauté. Donc pour nous, chez Open Classroom, c'est par exemple les employés, les investisseurs, les étudiants, les alumni, les employeurs avec qui on travaille, les universités avec qui on travaille, etc., etc. Donc, au cœur, en fait, des statuts même de l'entreprise, l'objet social, en fait, se définit par la raison d'être. Nous, notre raison d'être, c'est notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Et c'est ce pourquoi Open Classrooms est là. C'est pas pour maximiser les profits pour des actionnaire, c'est pour rendre l'éducation accessible. Alors, bien sûr, on est un business. Et donc, pour faire un bon business, il faut pouvoir à la fois faire des profits pour être pérenne dans le temps, parce que si tu fais pas de profit, en gros, tu perds de l'argent. Si tu perds de l'argent, il y a un moment, ça va s'arrêter parce que tu pourras pas perdre de l'argent indéfiniment. Tu vas faire faillite. Et donc, ton impact même social, il va s'arrêter du jour au lendemain parce que tu auras fait faillite. Donc, c'est les deux à la fois chez nous. C'est vraiment l'aspect commercial et financier et l'aspect impact social. Donc, c'est ça qu'on appelle une entreprise à mission. Mais sur cette question-là, évidemment, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent doivent penser que c'est remarquable et c'est formidable de travailler pour Open Classroom et quelqu'un d'aussi inspirant que toi, Pierre. Mais moi, du coup, je me pose un tout petit peu la question des investisseurs parce que finalement, tu as dit, voilà, on n'est pas là pour faire des profits, même s'il faut malgré tout en faire pour pouvoir durer dans le temps. Mais du coup, tes investisseurs sont d'accord avec toi ou est-ce que parfois ils te tordent le bras? Est-ce que vos conseils d'administration se passent bien, que ce soit pendant la crise ou avant la crise, dans ce rapport à l'engagement et à la mission? Parce que finalement, on va bientôt passer dans la rubrique le monde d'après. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir si dans le monde d'après aussi le rapport à l'économie va évoluer, le rapport au rendement, le rapport à ce que c'est même qu'une start-up. Nous, on en a parlé très tôt avec tous nos actionnaires et on en a fait une condition pour travailler avec des partenaires financiers. Ça veut dire que cette mission, cette raison d'être et nos valeurs, on l'a détaillé vraiment sur plusieurs pages de nos statuts. C'est dans notre pacte d'actionnaires et donc tous les investisseurs ont signé dessus. C'est-à-dire qu'on leur dit voici les conditions et comment on souhaite qu'Open Classroom soit gouverné et puisse faire son business. Donc c'est une condition pour bosser avec nous, ce qui fait qu'on a à nos côtés du coup des fonds qui sont assez sensibles à cet état d'esprit. On a par exemple des fonds de pur impact comme Citizen Capital, qui est un fonds d'investissement qui est spécialisé dans les projets, dans les sociétés qui génèrent un impact positif social ou environnemental. On a aussi la BPI, mais on a aussi des fonds qui sont entre guillemets plus classique comme General Atlantic qui est un fonds américain, mais là aussi qui est derrière a une histoire aussi intéressante, c'est que General Atlantic, en fait, la façon dont ils se sont créés, c'est via le fondateur des magasins de duty free dans les aéroports il y a plusieurs dizaines d'années, qui a fait beaucoup d'argent et qui a réinvesti de façon silencieuse, sans le dire à personne, 99% de sa fortune de son vivant
dans des projets philanthropiques, où il a investi dans des projets philanthropiques à impact. Et en fait, ça, c'est l'origine de General Atlantic, qui ensuite donc était au début un family office pour cette personne-là, et qui s'est ouvert à d'autres grandes familles, etc., etc. Donc en fait, on cherche des partenaires qui ont aussi cet ADN. Donc du coup, comme ils sont très au courant que nous, on a cette philosophie, que c'est inscrit dans notre statut, c'est inscrit dans notre pacte d'actionnaires, on a un comité d'impact avec toutes les parties prenantes qui est à côté du conseil d'administration. Il y a une co-gouvernance de cette façon-là. Donc c'est bien affiché et donc il l'accepte et du coup, ça se passe très bien ainsi. I have a dream. Alors Pierre, on a évoqué déjà en partie ta vision du monde d'après. Peut-être on pourrait commencer par dire ce qui, selon toi, marquera un avant-après Covid dans la vision que tu as de ta boîte, qui reste peut-être en partie inchangée, et dans l'organisation que vous allez pouvoir mettre en place sur le secteur. Alors, je pense que ça modifie pas franchement notre trajectoire générale. Pour nous, on est toujours sur notre même mission, notre même vision, nos mêmes objectifs. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue tactique, ça change des choses. Et on disait tout à l'heure, notre business, il a plutôt eu un impact positif de l'accélération à la transition online. C'est vrai de façon générale, mais en fait, on a quand même des poches de business qui sont très liées au B2B, et les entreprises vont pas très bien. Et donc, par exemple, on fait beaucoup d'alternance. On est un centre de formation des apprentis. L'alternance, en ce moment, ça va pas très bien parce que c'est lié au recrutement. Et comme les entreprises ne recrutent plus beaucoup ou plus du tout, du coup, l'alternance est en train de baisser fortement. Donc, il y a des changements tactiques, qui est de dire, on pensait que l'alternance, on allait investir beaucoup. Peut-être que pendant quelques mois, il va falloir qu'on réinvestisse ailleurs. Et puis, peut-être qu'après, ça repartira. Et dans ce cas-là, on reviendra dessus. Mais il y a des changements d'ordre opérationnel et tactique, ça c'est clair. De façon plus stratégique, on va garder notre trajectoire telle que je l'ai décrit avant, mais c'est sûr qu'on voit une accélération de l'adoption, probablement de l'ordre de 5 à 10 ans d'accélération de l'adoption du online versus présentiel sur tout le marché de l'éducation et de la formation professionnelle. Moi, il y a une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs, et là, on est un peu entrepreneurs avec Thomas, Pierre et moi-même, et donc pour sortir un peu de l'entre-soi d'une certaine manière, ce que je trouve intéressant quand on réfléchit au monde d'après, c'est d'interroger aussi les concepts même de la start-up, parce que tu l'as dit, en tant qu'entreprise à mission, déjà tu as commencé probablement à préparer d'une certaine manière le monde d'après avant. C'était la loi Pacte qui le permettait, mais tu avais déjà ça dans tes gènes, même avant la loi Pacte, d'une certaine manière. Et du coup, c'est vrai que souvent dans les startups, on est obsédé par la croissance, par l'hypercroissance. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est un peu dans le ralentissement. Et donc, ça pose des questions sur la croissance, sur notre capacité à parfois supporter le temps long, y compris en tant qu'entrepreneur, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on veut toujours aller vite, prendre des décisions rapidement, etc. Et aujourd'hui, on est un peu contraint dans le temps. Et je me demandais si tu avais une réflexion là-dessus, parce que tout ce qui est autour de la digitalisation, ça fait partie notamment dans la formation du monde d'après, encore plus vite, en accélération. Tu vois, d'ailleurs, je peux rappeler qu'on est en train de faire ce podcast aussi dans des conditions de télétravail, puisqu'on est tous, ce qui explique parfois le son un peu moins qualitatif, on est tous en train de s'adapter aux outils à distance, le télépodcast, le télétravail, la téléformation. Mais qu'est-ce que ça pose comme question sur le monde même de ce qu'est une start-up qui vise l'hypercroissance en général? C'est une excellente question. Et je pense que de façon plus générale, même en dehors du monde des startups, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de se poser la question du sens. C'est-à-dire que quand tu es en télétravail, que les gens sont littéralement en train de mourir autour de toi, tu te rends compte quand même que travailler dans un hôpital, ça a beaucoup de sens. Que travailler comme prof, ça a beaucoup de sens. Parce que là, en ce moment, on voit bien les inégalités dont on parlait avant ou les difficultés qu'on peut avoir dans les hôpitaux. Et c'est assez rigolo parce que j'ai des copains qui bossent, par exemple, dans des industries qui, depuis des années, disaient franchement, entre guillemets, on engraisse des actionnaires, c'est pas hyper excitant et j'ai l'impression d'être un peu un pion dans une énorme organisation. Et donc, c'est difficile de voir le sens.
et dont le sens a été un peu révélé par la crise. Parce que, par exemple, quand tu travailles dans la logistique qui livre des médicaments ou des tests PCR pour le Covid, bah franchement, ton boulot, il a un impact énorme en ce moment. Enfin, c'est vraiment la question du Oui, sens. ça, c'est hyper intéressant, effectivement. J'avais pas pensé Et comme très, ça, très forte. Et donc, tu as des gens dans des boîtes qui étaient un peu désabusés, un peu désengagés, qui se sont réengagés parce que ils voient qu'en fait, la boîte a un impact utile à la société. Et puis, à l'inverse, dans d'autres sociétés qui se disent, franchement, en ce moment, mon boulot ne sert à rien. Et d'ailleurs, la boîte ne fait pas grand-chose. Et franchement, ça change pas la vie de tous les jours, quoi. On est là ou on n'est pas là, et en fait, ça change pas grand-chose. Donc, je trouve que ça réaccélère encore la réflexion autour du besoin de sens pour tous les salariés, pas forcément que pour les jeunes, hein, d'ailleurs, même si c'est vrai qu'on se rend compte que c'est plus prépondérant encore dans les nouvelles générations. Mais quand tu sors d'une crise comme ça, tu te dis peut-être que ça vaut plus le coup d'investir dans des industries et des entreprises et des organisations qui ont de l'impact plutôt que de reprendre business as usual. Oui, ben ça montre effectivement que toi-même, dans tes réponses, tu as une véritable épaisseur intellectuelle parce que je suis étonné toujours, et c'est pas la première fois qu'on échange ensemble, même si on se connaît pas très bien, mais je suis impressionné par ta capacité effectivement à donner du sens à travers tes réponses. Là, on a parlé à la fois des vocations en tant que job, mais aussi des vocations, enfin de métiers, de jeunes, de marché du travail, mais aussi des vocations en tant qu'investisseur, le sens de l'investissement. Et donc, ça nous donne probablement envie d'en savoir un peu plus sur toi, grâce à notre nouvelle rubrique qu'on veut un peu humoristique, mais qui est quand même qui cherche de la sincérité, sur le canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Et donc l'objet de cette chronique avec toi, Pierre, c'est de découvrir l'homme qui se cache derrière la boîte et comprendre en fait ce qui a fait l'homme que tu es, comment l'école peut-être t'a construit, comment les gens autour de toi dans ta vie ont pu te permettre de franchir des étapes. Et du coup, avec une première question, qu'est-ce que tu retiens de ta vie d'enfant et qui aurait permis de devenir l'homme que tu es aujourd'hui? Je retiens beaucoup de liberté et je retiens beaucoup de création. Quand j'étais enfant ou ado même, j'ai créé pas mal de choses de mes mains. Mes parents avaient des chambres d'hôtes dans le sud de la France. On vivait dans un tout petit village et du coup on construisait, rénovait la maison en permanence. Ça a duré des années, c'était un peu sans fin et je faisais de la menuiserie, je faisais de l'électronique, je faisais plein de trucs comme ça. Enfin, je m'intéressais à beaucoup de choses, donc beaucoup de liberté pour faire mes petits projets. Essayer de faire ce que je voulais. J'ai été assez vite indépendant en fait et je pense que ça a contribué aussi au fait bien sûr de créer le site du zéro avec Mathieu en parallèle. Mes parents n'étaient pas vraiment au courant que pendant des années que je faisais ça, pendant de longues années même, jusqu'à ce que je leur dise quand même qu'on allait créer une boîte quand j'avais 18 ans, mais sinon ils n'étaient pas trop au courant. Ça fait flipper ça les parents? Quand à 18 ans, tu leur dis que finalement, tu vas peut-être pas suivre de longues études, entrer ensuite peut-être dans un grand groupe qui faisait peut-être plus à l'époque encore rêver les parents. Mathieu, je crois que oui. Clairement, je crois que ses parents ont un peu plus se sont un peu plus posé la question, mais moi, pas trop. Et aussi parce que, je sais pas, pour moi, il y avait vraiment pas la question de ne pas faire des études. On entend beaucoup. Tel ou tel entrepreneur américain qui a drop out de Harvard pour créer sa boîte, génial et tout. Mais moi, ça s'est vraiment jamais posé comme question. J'étais à la campagne, j'ai essayé d'aller dans une école qui m'intéressait, etc. Je suis allé à l'INSA à Lyon et j'étais hyper content de pouvoir
accéder à ça. Et donc, il y avait à aucun moment, je me suis dit, tiens, je pourrais arrêter l'école pour faire ce projet-là. Sincèrement, je pense que c'est aussi un peu tu peux te permettre ça quand tu as un énorme filet social, hein, si on est clair. Moi, je savais que je voulais faire mes études parce qu'il n'y avait pas d'autres questions pour bien commencer dans sa vie. Et donc, j'ai jamais eu, avec Mathieu, on n'a jamais eu la discussion sur le thème, tiens, on arrête nos études pour faire notre projet. Pour nous, c'était évident que c'était deux choses différentes et qu'on allait faire notre projet en même temps que nos études pendant des années jusqu'à ce qu'on finisse nos études. Je sais pas les études que tu as faites par la suite. C'est vrai que dans les invités qu'on peut recevoir ici sur 40 nuances de Next, donc ces entrepreneurs d'une excellente, on voit beaucoup d'ex-HEC, mais ça pose aussi la question de est-ce qu'on peut lancer une boîte en étant complètement autodidacte, la faire grandir très vite. Moi je sais que oui parce qu'il y a quelques exemples quand même, mais ton regard là-dessus? Moi, je pense que avec Mathieu et pour ceux qui nous connaissent intimement, on a un peu l'exemple qu'on est des autodidactes, quoi. On a lancé notre boîte pendant le collège, le lycée, et tout ce qu'on a appris, on l'a appris en autodidacte et pas du tout à l'école d'ailleurs. Et on sort pas d'HEC ou de Polytechnique ou de Centrale, même si on a réussi à faire des écoles, tous les deux des écoles d'ingénieurs. Non, moi je pense que c'est possible, mais je pense qu'il faut être réaliste sur le fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes le Next 40, il y a que des hommes blancs de 30 ans qui ont fait très principalement à HEC, ELIX et compagnie, quoi, hein. C'est ça la réalité de l'écosystème et il faut être lucide là-dessus. Je pense que c'est un peu en train de changer, mais d'une, ça va être long pour amener les futurs entrepreneurs hommes et femmes qui viennent d'horizons un petit peu plus divers à construire leur boîte. Ça prend des années, mais c'est possible, tu vois. Moi, j'en vois plein tout le temps, et nous, c'est vrai qu'on est dans un environnement avec Open Classrooms où on les voit parce que on a plein de gens, plein de programmes spécifiques pour les personnes entre guillemets les plus éloignées. Donc ouais, c'est possible et il faut le faire, et il faut l'encourager. Maintenant, c'est vrai que historiquement, il n'y avait pas une diversité énorme, et c'est en train de s'améliorer, mais ça va prendre encore du temps, quoi. C'est une question qui me préoccupe d'ailleurs à titre plus personnel, donc je suis content que tu en parles. C'est toi qui es sur le canapé, c'est pas moi, mais disons que je suis aussi un peu engagé dans France Digital, et on se pose la question de l'ascenseur social, donc c'est un petit peu le pendant de ce que tu es en train de nous expliquer. C'est vrai qu'on se demande un peu si ce système-là est pas auto-reproductif, c'est-à-dire qu'il y a effectivement après des investisseurs eux-mêmes issus des grandes écoles, donc ils choisissent des entrepreneurs qu'ils connaissent, enfin de leur promo ou autre, donc il y a ce côté un peu consanguin de la même école, de la même caste d'une certaine manière. Bon, ça existe avec Harvard et Stanford, hein, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai avec Oxford et Cambridge, donc c'est pas spécifique à la France contrairement à ce qu'on croit très souvent. Mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est de voir quel rôle on peut jouer nous, et à mon avis, c'est aussi le rôle de ce podcast, c'est que des gens inspirants comme toi, qu'on considère nous comme des champions, c'est un peu comme des champions de football ou des champions de tennis. C'est des gens qui ont réussi et qui d'un coup peuvent en inspirer d'autres. Et en te gardant un peu sur le canapé, est-ce qu'on peut te poser cette question justement qui est qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage? Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes entrepreneurs, en anglais on dirait des wannabe entrepreneurs, ou quelles leçons tu pourrais laisser au reste du monde, y compris quand tu auras disparu? Je pense que j'ai pas de leçon à donner pour être très clair, mais par contre je peux donner des retours d'expérience sur ce que j'ai vécu, et là-dessus mon conseil en fait c'est deux choses, hein. C'est savoir s'entourer, et la question du mentorat et du coaching est assez primordiale, je trouve, d'avoir autour de toi des personnes qui sont bienveillantes, qui te connaissent bien et qui sont passées par ce que tu fais d'une façon probablement différente, mais qui peuvent t'aider, qui peuvent te conseiller, qui peuvent te mentorer. Et la deuxième, c'est une de nos 4 valeurs, en fait, principes chez Open Classroom, c'est la persistance. C'est we persist en anglais, c'est la pugnacité.
Parce que en fait, tu vois, nous, c'est une histoire qui a 20 ans. Il y a plein de fois où on était en train d'arrêter avec Mathieu, mais vraiment en train d'arrêter. On était en train de lâcher complètement le ballon. Et en fait, pour des histoires parfois rocambolesques, on n'a pas arrêté. Pour moi, c'est quasiment la seule raison de notre succès entre guillemets aujourd'hui. C'est juste qu'on n'a pas arrêté. C'est important de rappeler. C'est important de rappeler ce que tu es en train de dire, Pia, c'est que derrière les beaux succès et donc forcément derrière les paillettes, la médiatisation, on pourrait avoir tendance à oublier que l'entrepreneuriat, c'est des moments de vie et donc aussi un certain nombre de galères, de doutes, quels que soient d'ailleurs les points de croissance de l'entreprise. C'est clair. Et je voulais du coup profiter de ton intervention sur l'importance du mentorat pour laisser une question de quelqu'un qui te mentore peut-être encore, en tout cas qui t'a mentoré. Il s'agit d'Henri de Castres, qui est président de l'Institut Montaigne et qui avait une question pour toi. Vous avez un message. Ma question pour toi, elle est extrêmement simple. Tu as commencé ta vie d'entrepreneur très tôt. Elle va durer encore très longtemps. Le jour où tu décideras d'arrêter cette vie professionnelle, quelle est la chose, quelles sont les 2 ou 3 choses que tu regretterais vraiment de ne pas avoir faites? Il est fort, Henri, quand même. Très très bonne question. Je crois que je tiens à... La première, c'est un engagement. C'est que j'ai un autre sujet qui me touche beaucoup, c'est le sujet du changement climatique et de l'écologie. Et je crois que j'aimerais beaucoup pouvoir avancer là-dessus. Déjà par ce qu'on fait chez Open Classrooms, mais peut-être par d'autres biais aussi. Ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et je pense qu'il y a énormément d'importance dans notre monde. Donc ça, c'est un des engagements. Et puis après, c'est plus à titre personnel et de voyager beaucoup. J'ai déjà eu la chance de beaucoup voyager à titre professionnel et personnel aussi. Mais je crois que c'est quelque chose que je regretterais si je n'arrivais pas à en faire bien davantage et de réussir à prendre des moments longs et lents pour voyager. Merci pour cette réponse sincère. Je rappelle quand même si tout le monde le connaît, qu'Henri de Castres, c'est un des grands patrons français, il est aujourd'hui aussi président de l'Institut Montaigne, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Et pour conclure cette rubrique sur le canapé, je lance un petit jingle pour finir par une petite note de légèreté, mais qui peut toujours évidemment être empreinte de sincérité. Waouh! On n'est pas là pour te fouetter, on précise. C'est la rubrique. C'est notre petite rubrique qu'on appelle la claque. Donc tu t'es pris une petite claque, mais en fait, je trouvais intéressant de rebondir là-dessus, parce qu'ensuite on se rapproche de la fin de notre émission avec quelques rubriques encore passionnantes. Mais la rubrique de la claque, ça rebondit aussi sur ce que tu disais. Il y a plusieurs fois où vous avez failli arrêter, et ça m'a fait penser à des claques. Alors après, c'est pas forcément ça la claque, hein, c'est toi qui choisis soit la dernière claque que tu t'es prise, mais ça montre finalement ce que tu essayais de dire aussi, que ne pas s'arrêter, c'est parce que par définition, il y a des embûches dans le métier d'entrepreneur, et ça peut être aussi parfois dans la vie personnelle, bien sûr, mais dans le métier d'entrepreneur, il y en a forcément. Donc on se prend des claques, et quand on entend parler d'Open Classroom, on peut penser que voilà, c'est un énorme succès et que ça a déroulé sans problème. Mais la réalité, c'est comme tu l'as laissé entendre, c'est que c'est pas le cas. Est-ce que tu te rappelles une claque ou quelque chose que tu peux partager avec nous, qui peut être ancien ou récent, mais qui était pas facile? Ouais, on en a eu beaucoup, mais les plus violentes, ça a été notamment il y en a une qui, il y a plusieurs années, on a décidé en fait de pivoter de modèle économique, et on avait beaucoup de difficultés à ce moment-là, notamment avec l'équipe. Et en fait, c'était vraiment très compliqué. On n'arrivait plus à grossir, plus à s'en
était prêt, on avait Mathieu et moi la boule au ventre pour revenir au bureau, quoi. Donc c'était pas du tout plaisant parce que continuer à travailler pour Open Classroom à l'époque, c'était un vrai supplice. Et en plus, on n'avait plus beaucoup de cash et on allait mourir dans quelques mois, et on avait du coup commencé à ramasser de l'argent des proches, du réseau. On avait essayé de mettre le plus de pognon pour survivre. Et littéralement, il y a des mois où on payait les salaires avec le livret A de Mathieu, de moi, de mon frère et de la famille, des parents de Mathieu, tout le monde autour de nous, quoi. Et c'était assez chaud. Et puis on a réussi, du coup, évidemment je dis évidemment parce que maintenant on voit bien que c'est évident qu'on a réussi à s'en sortir, mais quand t'es dedans, tu prends des claques. Tu les prends tous les jours et pendant parfois des mois. Donc c'est une situation très difficile à vivre d'un point de vue mental. Avec quelques insomnies, on imagine bien. On me propose maintenant, Pierre, si tu le veux bien, de passer à la rubrique S'inspirer, respirer. S'inspirer. Respirer. Alors dans cette rubrique, il s'agit aussi de considérer l'entrepreneur que tu es en dehors peut-être des moments d'entrepreneuriat. On sent que toi tu es habité évidemment par ta vision et ta mission, mais est-ce qu'il y a des moments aussi d'inspiration qui sont que tu peux partager et qui pourraient peut-être intéresser le plus grand nombre? Ouais, moi je disais j'aime bien le voyage. J'ai voyagé, j'ai fait des trucs assez rigolos dans des pays un peu hors des sentiers battus, et je fais aussi pas mal de montagnes. Je fais de l'escalade, du ski de rando, de l'alpinisme aussi. Je suis forcément obligé de te couper, Pierre, parce que sinon on va se répéter après à la réponse à la question de ton associé. On a eu Mathieu Nebra au téléphone, et justement il a une question pour toi. Vous avez un message. Salut Pierre, c'est Mathieu. Écoute, je sais que tu fais d'habitude pas mal de sports en extérieur, du ski de rando à la montagne ou de l'escalade. Et je sais, tu m'as dit que tu bossais à fond non-stop depuis chez toi, là, depuis quelques semaines, et que tu en souffrais un petit peu. Donc ma question, ça serait finalement, qu'est-ce que tu penses faire? Où est-ce que tu penses aller en premier dès qu'on aura la possibilité? Je vais te laisser répondre, Pierre, mais du coup, dans la foulée, et comme ça tu pourras rebondir, j'avais échangé avec Mathieu au Spring Campus de Croissance Plus, qui m'avait partagé un de vos rituels que je trouvais super intéressant à partager avec d'autres entrepreneurs, un rituel d'associé. Je crois que 2 fois par an, tous les 6 mois, vous partez, vous isolez à la montagne, en hauteur, avec une vue dégagée, et que vous en tirez beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. On fait ça depuis des années et c'est hyper efficace. Donc, comme tu as dit, tous les 6 mois, on part 3 jours ensemble, juste nous deux, et on se reconnecte ensemble à titre perso, pro, et on refait toute la boîte. On refait toute la boîte, c'est-à-dire on fait le point sur les 6-12 derniers mois, comment on l'a vécu à titre personnel, prendre un regard aussi plus critique sur qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, qu'est-ce qu'on veut faire sur les 6-12 prochains mois, et on revoit la stratégie, on revoit le business model, la compétition, le produit, tout, inside out. On en fait un petit doc, et on se recale comme ça, et c'est un moyen aussi pour nous de se réaligner ensemble. Qu'est-ce que tu veux faire? T'en es où dans ta vie, à titre personnel, à titre familial? Est-ce que tu te plais dans le job que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire que tu fais pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais que tu veux pas faire, etc., etc. Et ça a été, je pense, que ça a été vraiment un des trucs clés qui fait que notre association avec Mathieu, elle fonctionne sans embûche depuis vraiment hyper longtemps, quoi, depuis quasiment 20 ans. Et c'est incroyable parce que Mathieu, on se connaît par cœur du coup, et on s'est jamais engueulé. Donc c'est quand même pas évident, et pourtant on a vécu des trucs plus que dynamiques parfois.
C'est marrant là, je t'interromps, mais j'ai un peu de mal à y croire en fait, parce que j'ai moi-même été quand même dans des entreprises et des startups, et même quand on s'entend très bien, je te crois, hein, mais je dis j'ai du mal à y croire parce que j'ai du mal à l'imaginer, sachant que parfois je trouve aussi, ça c'est plus une impression peut-être personnelle, que les engueulades ça peut être sain parce qu'on dit des choses, il y a peut-être du coup des non-dits entre vous, mais bon, on n'a pas Mathieu pour répondre à ça. Ouais, non, je crois que pour être totalement franc, c'est aussi lié beaucoup à la perso de Mathieu, qui est aussi très empathique et très calme, et qui fait qu'on arrive à tout se dire de façon hyper profonde et hyper en confiance. Et donc ça fonctionne très bien, et on se dit vraiment les choses. Mais tu as raison, c'est je pense la seule personne que je connaisse avec qui j'arrive à faire ça. Mais justement, tu parlais de l'importance de revalider régulièrement entre associés, qu'on veut aller dans le même sens pour la boîte ou d'un point de vue même personnel. Est-ce qu'à un moment, il vous est arrivé de vous rendre compte qu'il y avait un désalignement, soit de vie, soit entre l'envie perso, l'envie pro, et auquel cas, comment vous y avez répondu ? Est-ce qu'on se dire qu'on modifie l'organisation de la boîte pour que chacun puisse retrouver un équilibre, ou est-ce qu'on fait autre chose ? Ouais, ça on l'a fait, ouais, déjà, on l'a fait. Par exemple, Mathieu, il a fait la partie pédagogique, il a fait la partie technologique, il a fait le produit. Là, il est en train de se diriger plus sur l'innovation, qui est un truc qui l'intéresse beaucoup. Donc ouais, là, on a déjà changé nos rôles en interne. Alors des fois, tu peux pas le faire du jour au lendemain, mais tu peux préparer pour arriver à faire autre chose. Moi, la partie internationale m'intéressait beaucoup, donc à un moment, il y a quelques années, qu'on a commencé à s'étendre à l'international, à aller aux US, etc. J'ai un peu exprimé ça, et puis on a essayé de se mettre au clair pour pouvoir prendre cette trajectoire, et ce qui a fonctionné au final. Donc ouais, clairement. J'imagine que la partie US est à l'arrêt. Non, c'est pas à l'arrêt. On a toujours, nous, on a du staff aussi aux US et tout. On a des clients là-bas, donc ça continue. Après, c'est un peu particulier avec le Covid, mais on a, par exemple, Amazon, c'est un gros client aux US. En ce moment, Amazon, ils ont énormément d'activités parce que tout le retail est passé online, et donc oui, c'est sûr que c'est pas hyper facile de déployer les projets avec eux. En ce moment, en fait, on fait de la reconversion des préparateurs de commandes dans les entrepôts logistiques de Amazon, et en ce moment ils sont tellement débordés qu'ils demandent à tout le monde de travailler à fond, et donc la formation n'est pas la priorité en ce moment, mais ça va revenir une fois que ça va commencer à aller un petit peu mieux. Alors on se rapproche de la fin de l'émission, et on a deux petits rendez-vous de fin d'émission traditionnels, et donc je lance le petit jingle qui va te donner la parole. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Je voulais parler de projets assez intéressants que j'aime bien en France et au UK, un qui s'appelle Entourage en France, et un qui s'appelle BEAM, BEAM à Londres au UK. Et les deux, ils ont un lien entre eux, c'est que ils s'occupent des personnes qui sont dans la rue, qui sont sans abri. Entourage, en fait, c'est une plateforme un peu communautaire pour inciter les gens à créer du lien avec les personnes qui sont sans abri autour d'elles, à leur parler, mais aussi à essayer de les aider en les dépannant, en pouvant identifier en fait qui a besoin de quoi, à quel endroit, etc. Et BEAM, c'est une plateforme qui permet de faire du crowdfunding pour aider des personnes sans abri à se former justement en fait pour trouver un job. Donc pour avoir la certification pour devenir électricien, à devenir soignant ou choses comme ça. Donc c'est un autre modèle, mais c'est aussi assez intéressant. Je trouve que c'est des beaux projets. Et Entourage, je voulais mettre un petit éclairage dessus parce que c'est vraiment un projet magnifique, je trouve. C'est un éclairage d'autant plus important en ce moment où effectivement les sans-abri sont dans une situation encore plus compliquée qu'à l'accoutumée. Tout à fait.
Olivier, c'est toujours compliqué de faire des transitions sur des projets comme ça qui font réfléchir, mais je vous propose du coup de passer dans le sourire quand même à notre rubrique Sista. Alors je me permets de rappeler qu'est-ce que c'est que Sista. C'est un collectif de start-upeuses, si on peut dire comme ça, qui ont noté à juste titre que le monde de la tech, le monde du digital, le monde des startups n'était pas assez féminisé. Alors, on va pas tellement épiloguer sur les raisons, mais on sait que ça commence, y compris dans les études scientifiques, mais c'est également vrai après dans les dossiers qui sont financés et qui passent au crible des investisseurs. Et pourtant, nous, on est persuadés que le monde sera le monde d'après, ce fameux monde d'après dont tout le monde parle aujourd'hui. Il sera aussi plus mixte. On parle de gender balance en anglais. Et un monde plus mixte, c'est aussi un monde plus équilibré, avec des points de vue féminins, des points de vue masculins. Très souvent, on en parle d'ailleurs sous l'angle des biais de l'intelligence artificielle, parce qu'on a toujours peur que effectivement les biais existent du fait même des algorithmes. Si le monde est trop masculin, il pourra, d'un point de vue algorithmique, nous pousser des solutions trop masculines et donc être la répétition du même, d'une certaine façon. Or, nous, on aime bien changer du même pour aller vers la diversité et la différence. Et donc voilà, c'est ça la rubrique Sista, c'est aussi te permettre à toi en tant qu'entrepreneur de mettre un coup de projecteur sur un projet plus féminin. Ouais, moi je vais citer une entrepreneuse qui s'appelle Claude Thérosier, qui est la fondatrice de Magic Makers. Et Magic Makers, en fait, c'est une boîte française qui organise des ateliers, notamment pour découvrir le code et apprendre à coder pour les enfants spécifiquement. Donc, il fait des ateliers, des stages pour les vacances, des anniversaires, des ateliers en entreprise, etc. Et effectivement, du coup, ils peuvent s'adapter. Ça peut être aussi online. C'est assez génial parce que aussi, pour rejoindre le problème de la diversité, en fait, le problème de la diversité dans la tech et dans d'autres secteurs, il commence très jeune. Et donc, se pose la question de comment tu donnes envie, notamment aux filles, de pouvoir découvrir le code, apprendre à coder et puis d'aller dans des carrières techniques, technologiques, scientifiques si elles en ont envie. Et ça, c'est un super acteur pour le faire et j'invite tous les parents aussi à regarder pour leurs enfants. Mais Claude, elle a fait un super boulot depuis des années à développer cette boîte. Elle a levé de l'argent et je trouve que c'est un très beau projet. Voilà. Et si tu devais lui poser une question qu'on lui posera en ton nom, tu lui demanderais quoi? Je serais curieux de savoir en ce moment comment elle fait pour faire des ateliers à distance et est-ce qu'elle pense que ça va se pérenniser, parce que je pense que c'est vraiment difficile de faire des ateliers pour les enfants, notamment les plus jeunes, à distance. Et comme moi aussi je suis dans la formation et l'éducation, ça m'intéresse beaucoup de savoir quel est le miracle. On trouvera ce partage d'expérience. Pierre, il est temps pour nous de te remercier. C'était 40 nuances de Pierre Dubuc, cofondateur d'Open Classrooms. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. Merci, c'était très inspirant et je rappelle quand même à tous nos amis auditeurs qui n'auront pas compris que effectivement on est dans des conditions parfois liées au confinement où la qualité du son n'est pas toujours excellente, mais c'est sympa de remarquer qu'on est peut-être en train de préfigurer le monde d'après parce que je sais pas où tu es toi Pierre, est-ce que tu es à Paris? Je suis à Paris, ouais. Parce que Pierre est à Paris, je crois que Thomas, toi tu es dans l'est de la France. Tout à fait. D'ailleurs Pierre, t'as pas répondu à la question de Mathieu et toi t'es dans le sud, Olivier. Et moi, je suis dans le sud, donc ça prouve que déjà, tous les trois, on est répartis sur tout le territoire et qu'on arrive à faire une émission de radio passionnante. Et Pierre, je me rends compte donc que tu n'as pas répondu à la question de ton associé qui t'en voudra très probablement et qui risque de partir le lendemain de l'entreprise et de dire adieu Open Classroom. Donc on aimerait éviter ça. Que vas-tu faire dès le lever du confinement? Ton premier voyage, ta première destination pour respirer, ce sera quoi? Je vais aller grimper, ouais. Je vais aller essayer de grimper dès que les salles d'escalade à Paris réouvrent et je vais probablement aller grimper en bordure de Paris dans quelques sites d'escalade
connu. Mais sinon, le vrai truc que j'aimerais faire, c'est grimper dans les calanques à Marseille. Bon, bah, écoute, je suis à Marseille en ce moment, donc j'ai la vue sur les calanques de ma maison avec les jumelles, c'est génial. J'espère que je suis envieux. Bon, voilà, on a réconcilié les associés d'Open Classroom. On passe maintenant la parole à Solène pour découvrir cette belle sista que tu nous as proposée. Pierre, encore merci. Des femmes entrepreneurs, il n'y en a pas assez, mais il y en a. Et aujourd'hui, le choix sista de Pierre Dubuc, cofondateur d'Open Classroom, s'est porté sur Claude Thérosier, fondatrice de Magic Makers. Claude, bonjour. Bonjour Solène. Alors Claude, Pierre nous a déjà pas mal pitché Magic Makers dans son podcast 40 nuances de Next. Du coup, ma question, ce serait la suivante. Quand tu pitches Magic Makers à un enfant de 5 ans, tu lui dis quoi ? Je lui demande s'il aurait envie de créer lui-même ses propres jeux vidéo, ceux auxquels il peut jouer sur sa tablette ou l'ordinateur de ses parents. Et je dis que c'est possible et que nous, on va lui montrer que ça va être super fun. Et là, des grands yeux s'ouvrent, ébahis. C'est ça, un monde de possibilités s'ouvre et il saute dessus à pieds joints et il se rend compte qu'il est capable et on change son rapport à la technologie à jamais. Et du coup, quelle mission tu te donnes pour les 10 prochaines années avec Magic Makers ? Ma mission, elle est simple, c'est donner le pouvoir aux enfants sur la technologie. C'est vraiment ça, c'est vraiment de comprendre que ce qu'ils utilisent, c'est pas magique, se rendre compte qu'ils sont capables de créer des choses par eux-mêmes. Et du coup, moi, mon ambition, c'est que tous ces jeunes qui passent par chez nous, qu'en fait, finalement, ils se rendent compte que quel que soit le problème auquel ils sont confrontés, et Dieu sait qu'au niveau de la société, on a quelques petits problèmes à résoudre, en fait, on peut utiliser la technologie pour aider à résoudre, mais on ne peut le faire que si on a compris et si on se sent capable. Et donc, c'est vraiment de créer une génération qui remet la technologie au service de l'homme, au service de la vie, du bien commun, et pas le contraire. Et qui ne subit pas une situation où on laisse le pouvoir aux quelques personnes qui créent les applications qu'on utilise tous les jours. Et leur donner la base et les outils pour comprendre. Ouais. Et au passage, on en profite pour leur donner plus que ça, plus que de la technique, mais c'est aussi leur donner des soft skills. C'est développer leur créativité, être capable de mener un projet à bien, être capable de trouver la réponse, de ne pas rester bloqué sur un problème. De travailler avec les autres. C'est bien plus large que juste le code, en fait. Super intéressant. Du coup, on va finir avec une question de Pierre, je dirais une question presque confraternelle, Pierre, en fait, il était curieux de savoir comment tu faisais en ce moment pour organiser des ateliers à distance, et est-ce que tu pensais que cela allait se pérenniser ? C'est une excellente question, c'est notre sujet du moment. Oui, face à la crise, on a réagi super vite. C'est-à-dire que en une semaine, vraiment en une semaine, le samedi 14 mars, on avait annulé nos ateliers, tout suspendu puisque les écoles allaient fermer. Le samedi 21 mars, tous nos ateliers étaient faits en visio, à distance. Donc c'est 300 ateliers par semaine, plus de 2000 enfants qui se connectent avec 50 animateurs. Donc on a fait ça super vite et on était super fiers de nous parce qu'on a réussi à garder la quintessence de ce qu'on fait chez Magic Maker. On n'a pas fait la même chose, on a adapté, mais on arrive à garder un travail de groupe, une animation du groupe et un développement de l'autonomie et de la créativité des enfants, même avec ce format-là. D'ailleurs, on a des super retours des parents. Du coup, on a lancé des stages pendant les vacances de Pâques. On a fait carton plein alors qu'on pensait mettre nos animateurs en chômage partiel. Normalement, on a des stages dans nos lieux qu'on pensait pas pouvoir faire et on a fait un carton plein. Et vraiment, ça nous a fait prendre conscience que c'était aussi une manière très humaine et très connectée, en relation avec l'enfant, avec l'animateur, avec le groupe, de transmettre ces compétences-là. Et donc, c'est certain que ça va devenir quelque chose qu'on va développer plus largement. Et finalement, donc, en fait, une opportunité. C'est ça, la crise pour nous est une opportunité. Claude, merci beaucoup pour ton retour d'expérience et à bientôt certainement dans une autre émission pour parler plus longuement de Magic Makers. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.